Hello, bonjour. Welcome to the Union Safety Net, le filet de sécurité syndicale, a union podcast for working people. I'm your host, Sébastien Bezeau, et oui, parfois en français aussi. This podcast is hosted by the Union of Safety and Justice Employees, le syndicat des employés de la sécurité et de la justice. Join us for an informative discussion every month about issues currently affecting working people. In honor of May Day, we have a special episode focusing on the rise in labor disputes happening across Canada. We chatted with Bea Brusk, president of the Canadian Labour Congress, and Professeur Martin Petitclerc de l'Université de Québec à Montréal en français about striking workers and the changing labor landscape. So Bea Brusk, a heartfelt welcome to the Union Safety Net. It's a great pleasure to have you here. You've once again been elected as the president of the Canadian Labour Congress, Canada's House of Labour, and you're on your second term. I don't know if you're aware of this, but our USG national president, David Neufeld, is quite similar to you. He's from Manitoba. So, Bea, any news from your home province that you'd like to share? Oh my goodness. You know, I feel like my home province has a lot of up and coming labor leaders and lots of folks are rising within their locals and within their unions. And it's very exciting right now to be from Manitoba. Plus, we have a brand new majority NDP government in Manitoba. How awesome is that? A government that is intending on placing forward a very good, strong labor legislation. So it's a very exciting time to be from Manitoba. And that premier is one of the most popular premiers in the country right now. I mean, every time I'm in airports, I'm hoping I'm going to kind of come across him, right? Every politician wants to be seen with him. And you worked very closely with the transition government, weren't you? I've been a lifelong Manitoba NDP member for many decades, and every election is critically important. I think I've worked every election going back to the mid-1990s because the union that I come from really fostered that political engagement and having activists go door knocking. And so I've been working with WAB from the time that he became leader, right, and was working with the provincial exec and the rest of the Manitoba labor movement to really make sure that we can win this election. And you know, this election was won on a message of positivity, and you see that consistently, that yes, things might not be perfect, but we have plans to put things in perspective for folks, to invest in communities, to invest in workers, and to make sure that, you know, everyone can thrive. So I absolutely love that message. It's resonating all across the country when people see WAB, right? He's got that huge smile and that positive spirit, and that is fantastic. That's what we need more of. Bea, I'm curious. You're the leader of the Canadian labor movement. What's it like being a female leader in this role? It's awesome. And it's challenging and daunting, just like it would be for any other leader. I feel very privileged to have the opportunity to lead the CLC at this time. I'm also very privileged that I work with other strong women within my organization. Of course, Lily Cheng, our secretary-treasurer, Siobhan Vipont, one of our VPs, of course. And, you know, there's so many strong women leaders coming up across the movement in many different affiliates, stepping into leadership roles. At the Federation of Labor level, we've got Laura Walton, brand new to the OFL, right, leading the charge there. Suzanne Skidmore in BC. We've got Laurie Jope in Saskatchewan. And I think that women like to support one another. And so we work very well together. We're very comfortable picking up the phone, having some challenging conversations and finding solutions. It's a different type of leadership. It's been proven, right? So I guess the old boys club is slowly going away. So how is the labor movement changing to embrace the diversity of its membership? I think we all recognize that in order to best represent workers, we need to look like the workers that we aim to represent. That's so very well said. Yeah. And I mean, it's very simple, right? If we want to actually understand what all different workers are, what backgrounds, what priorities, different diverse backgrounds of workers have, newcomers, we need to actually make sure that their voices are being heard. So first and foremost, it's creating that space to invite folks to the conversation, to not take the space in terms of this is how we've always done the conversation, but being open to how do we have these discussions, right? How do we have some challenging discussions? How do we become introspective? But it's also making sure that we encourage folks to run at all levels, to be active within their organization and the broader labor movement, right? Building that engagement, building that capacity so folks see themselves represented, but also say, yeah, you know what? I am going to take on that new role. Or yes,
I am going to step up and run for that position. We need more of that. We've seen a lot of workers step up to the plate in the last few years because there've been so many strikes across the country. So let's talk about that. In Canada, like many countries, we're struggling with macroeconomic shocks following a turbulent time since 2020. And it's really affecting people's household finances. Inflation has risen sharply, and salaries are clearly not keeping up with these changes. Strike action in Canada have been on the rise. Ourselves, we're a component of PSAC. We went on a historic strike in the spring of 2023. From your perspective as the leader of the National Labour Congress, what do you see happening, shaping up across the country? So it's interesting because I don't think that we're actually seeing more strike in terms of numbers, but the number of employees or the number of workers engaged in those strikes is higher. So it's bigger bargaining units that are going out versus the amount of strikes actually increasing. So there's more attention being paid because it's not necessarily just impacting one small work location, right? But multiple work locations. So in the case of PSAC last summer, it was right around, it wasn't even last summer, it was cold. I remember walking. Yeah, exactly. Wait a minute. It was summer. But you saw multiple work locations across the country. And so there was a lot more attention paid to the strikes that we've been having. We saw that with the BC ports last summer as well. We saw it with Ontario education workers, right? And so there's a lot more participation. Workers of all stripe, whether they're unionized or not, can relate to the reality of workers feeling like you're falling further and further behind because inflation is so high. The cost of everything is going up. Your wages are not nearly keeping up. And not only that, but you're also having to make up for a couple of years of really high inflation. So even if you're getting a decent wage increase offered to you now, the last number of years where you've fallen further behind, we're wanting to make that catch up as well, right? And it's not fair. A lot of workers listen, if I have a full-time job or 2 part-time jobs, if I work 40 hours a week, I should be able to afford a roof over my head, food to feed my kids, and live. But nowadays, they can't. So what is your take on this when you reflect on the intense bargaining undertaken by many unions in recent months? Are they going above and beyond, or are they just basically fighting for basic needs so that people can just live? I think it's so interesting because when workers go out on strike, it's always an economic issue, of course, right? Better wages and benefits. But so many times there's underlying issues that are almost more critically important, right? So is it classroom size? Is it making sure that you have a proper work-life balance, right? Is it a remote work priority, right? Is it a respect and dignity issue within your workplace? I know one of the components that you folks participate with in terms of corrections was very focused on staffing issues because that's a critical health and safety issue, right? So often the public doesn't understand that when workers go out on strike, first of all, that's a really difficult decision to make. It is. Workers don't decide from one day to the next day, I feel like walking a picket line. Those are kitchen table conversations they're having with their family. Can I afford that meager increase, or can I afford to have this employer take away whatever it is that they've proposed as a concession? Or am I going to risk absolutely everything by foregoing a paycheck for I don't know how long to go out on strike to demand more? So I want people to firstly understand that that's not a quick decision, that that's a really critically important decision. And that's a very personal decision, right? And once workers go out, it's often, always, not often, but very, very, very frequently. I guess I'm trying to say the same thing, often and frequently, because there's more at stake than just economics, right? It's a respect and dignity issue, often a safety issue, and we have to respect that. And like you say, it's not just, workers are not selfish in just thinking about themselves. Like you say, it's for classroom sizes, for health and safety, for patients and whatnot. So a lot of people sometimes, they don't really care if a worker goes on strike, but if they're on strike for non-unionized member, it does impact them, right? Of course. It's such a really good point. It does impact the public at large often, right? And it's meant to, because we need to actually have an impact. So we need to hold up people walking into a grocery store that might be on strike, or getting a service that they normally rely on, maybe having to wait longer for passport service, whatever the case may be. That is the only leverage that workers actually have, is to have an impact by walking a picket line. And so rather than being angry at workers, we need to be angry about why those workers have to be on strike to begin with. And let's not forget, sometimes it's not workers that make that decision. Sometimes it's the employer locking out those workers, right? So it's a very critically important piece to remember. Okay, let's talk about some legislation that's currently happening attempting to regulate the forces in the job market in Canada.
We saw the tabling of Bill C-50 last year and its provisions to help workers transition to the low-carbon economy. This is a bill that looks far into the future, and you have personally expressed support for it. Can you tell us more about it? You know, the Sustainable Jobs Act, Bill C-50, is so critically important. It was tabled back last June. It's been winding its way through the legislative process. It is critical. You know, we hear all the time about droughts, about floods, about forest fires. Mm-hmm. We know already out west, they're well ahead of the normal forest fire season, right? Climate change is here. And You're telling me climate change is real? Are you telling me it's real? I know it's shocking. But, you know, when you talk to workers who have to flee their homes, they're not just fleeing their homes, they're fleeing their jobs. They're fleeing the income that they normally would have while they're at work. Like, there are many things at play here. Their kids are out of the classroom for weeks at a time, right? Yeah. These are hugely disruptive to their lives. And once they go back, they don't know what they're going back to, right? And so it's upon all of us to understand that climate change is real and that we need to deal with this issue. And so that means that we have to actually get to net zero sooner than rather than later. But at the same time, we need to make sure that as we pivot our economy to meet those net zero emissions targets, we need to ensure that we have good jobs that are family and community sustaining. Yeah. So if you're a coal worker in Estevan, Saskatchewan, or you're working in a coal-fired power plant in Estevan, Saskatchewan, you need to know what those jobs are going to be come 2030 when your plant might shut down. Exactly. And so in order to do that, we actually need a tripartite solution to these issues. We need different levels of government. We need employers and we need union groups to actually come together at tables to determine the sectors most at risk, the areas most at risk. What are the opportunities in those areas and communities? What are the investments that are going to be needed to spur on economic activity, to spur those jobs? And what is the retraining that's going to be needed, or uptraining, skilling, you know? What is the pathway to retirement for those folks that are close to the end of their work time, right? There are so many things that go into this. We need Partnership Council, which this bill lays out, to be able to have those conversations in a non-confrontational way, in an actual problem-solving kind of strategic kind of way. Well, I'm glad you're involved because it doesn't seem simple. It's really reassuring to know that we have the leader of Canada's labor movement involved and looking into the future, because it's something that's going to be impacting a lot of workers. Talking about legislation that impacts workers, let's talk about first contract legislation. I'm sure you have quite the opinion on this, and many labor unions would. It's been discussed for decades, and it's different in every province or territory. So can you tell us what's happening in some provinces, which province, and how it's going? What's your take on first contract legislation? I think that first contract legislation is a critically important tool in the toolkit to actually getting that first collective agreement. That doesn't mean that just because the legislation exists that you have to use it. But all too often, we've seen situations where a union organizes a workplace. Those workers want to have a union. It's very difficult to organize, as we all know, because there's a tremendous amount of fear that workers have about signing that union card, number one, yes. And then often in most jurisdictions having to vote at some future point thereafter. Right. These things get dragged out, right? There's a lot of threatening behavior towards workers that we're all too well aware of from those employers. And then when it finally gets time to get to that bargaining table, you're often faced with an employer who's never actually dealt with the bargaining process, who is new to this entire thing, who's going to fight it and buck the system every step of the way. Yep. And so knowing that you have the ability to apply to a first contract under your labor board or labor legislation is critically important, because at least it's an assurity that you're going to get to a deal. Right. Now, having been a negotiator myself for many years, that we always applied. However, we always worked hard to get to a contract without actually having to go through the mandated process by the Labor Relations Act in my province, in my home province. Because generally speaking, whatever is imposed is going to be a bare bones kind of collective agreement. Right. And you're going to be building up from there, right? Yes. But the ability to get that collective agreement rather than have workers walk a picket line for a first contract is important, because if they are made to walk a picket line, there's a good chance you're not going to have a very robust workplace, right? Yeah. I was reading an article recently stating that in British Columbia, with the new Democratic government over there, they changed the legislation on how you can become a union, how you can form a union in workplaces. And statistics were showing that there were greater workplaces unionizing because of legislation,
because it was less complicated, right? So we do see some positivity happening. It was, I think, June of 2022 when Harry Bains, the Minister of Labour in BC, tabled the legislation for card check. So meaning that if you have enough signatures, I think 50% plus one, you have union certification. And that's huge. And in that time period since then, year over year, those union certification applications have more than doubled. Wow. Yeah. Amazing. It is amazing. So lastly, B, something that can be related to the first contract legislation. Yes, hang on tight to your chair. I'm going to say the word scabs. We laugh about it, but for workers on the picket line, there's nothing more insulting to see scabs come and do your job. So tell me about Bill C-58, an act to amend the Canada Labour Code and the Canada Industrial Relations Board Regulations 2012. Do you support this bill? And if so, why? I very strongly support this bill. I was just speaking at committee on Monday about this particular bill. Anti-scab legislation is something that we as the labor movement have fought for so many years, for decades, literally before I became an activist. We know it's existed in Quebec for many decades. BC has had it for quite a long time as well. The sun still rises in both of those provinces and life goes on, right? So, the fatalists that say, the employers that say nothing will work if we have anti-scab are absolutely wrong. It's critically important that we get it because when, like we talked about earlier, when workers have to make the decision to go out on strike, it's a difficult decision. It's not one that's done lightly. Or if they're locked out, even more so difficult. But then to see a scab walking across that picket line to do the work that you normally do is rubbing salt in that wound. Yeah. Basically, it tells workers that you're disposable. Yeah. And if you ever want to see your paycheck again, you better buck up and settle for the bad, I was going to use a different word there, for the terrible offer that we're making you, right? Yeah. And we know that when scabs are in place, that it drags on. It drags strikes out. It divides communities. It divides those workplaces. In small communities in particular, it can divide families, especially in those one industry kind of towns, right? Yeah. I went on strike way back in 1987. That's why I'm a union activist. If I hadn't have found myself on a picket line at age 18, I wouldn't be sitting here with you. I can guarantee you that. Right. But I still remember every single person that crossed that picket line. And I remember every single person that walked that picket line with me for 124 days. Wow. So it's critically important that we get this. It's a leveling of the playing field when we get to the bargaining table, because instead of planning for scabs to be taking the spots at work, the employer has to focus on actually getting to a fair deal. Awesome. Bea Brusk, President of Canada's Labour Congress, thank you for this overview of the situation in our country. Sister, solidarity. Thank you, solidarity, and let's kick some ass for the working class. Hear, hear. Alors, Martin Petitclerc, bonjour. Bonjour. Merci d'être avec nous au filet de sécurité syndicale. Laissez-moi rapidement vous présenter pour nos auditeurs et auditrices. Vous êtes professeur à l'Université du Québec à Montréal et vous êtes historien spécialiste des questions économiques et sociales. Vous êtes aussi le directeur du CHRS, qui est le Centre d'histoire des régulations sociales, qui est un centre de recherche pluridisciplinaire dont l'objet d'étude est la compréhension des dynamiques sociales en lien avec la pauvreté. Vous êtes un expert sur l'histoire économique du Québec et des mouvements sociaux, puis de plus, vous êtes l'auteur avec Martin Robert de Grève et paix, une histoire des lois spéciales au Québec. C'est un livre dans lequel vous faites le décompte des lois spéciales durant les actions de grève et vous démontrez clairement le rapport de force entre les syndicats et les gouvernements provinciaux. Alors, selon vous, Martin Petitclerc, est-ce que ce rapport de force est asymétrique et si oui, est-ce que cette asymétrie est dommageable au mouvement syndical? D'abord, merci de l'invitation. Ça me fait vraiment plaisir d'être ici. La réponse courte à votre question est oui. Mais je pense que on va avoir l'occasion de revenir sur les lois spéciales, mais je pense que c'est important de rappeler finalement c'est quoi exactement les relations de travail dans l'économie capitaliste qui est la nôtre. Et donc, il y a deux aspects de la réponse. Là, ça va un petit détour, mais ça va nous permettre de vraiment bien comprendre le contexte de ces rapports de force asymétriques entre l'employeur et les employés. Donc, il y a deux aspects, je dirais, de la réponse. La première, c'est qu'est-ce que ça veut dire le capitalisme concrètement? Qu'est-ce que ça implique? Et ensuite, pourquoi les salariés s'organisent? Pourquoi les salariés fondent des syndicats pour se protéger?
Je pense qu'une fois qu'on a bien compris ça, on comprend ensuite qu'est-ce qu'il y a vraiment de choquant finalement dans l'adoption d'une loi spéciale, surtout dans un contexte donc de négociation dans le secteur public. Donc la première chose de rappeler que finalement ce que le capitalisme veut dire, c'est que l'entreprise appartient à l'employeur. Et donc en tant que propriétaire de l'entreprise, l'employeur peut faire en principe ce qu'il veut. Et les salariés, ils sont là pour obéir à l'employeur. Et bon, ce n'est pas leur entreprise. Et donc, à ce titre-là, ils peuvent être victimes des abus de l'employeur. Et c'est un peu pour ça que finalement, la classe ouvrière, mais les salariés en général, ont développé des syndicats pour se protéger un peu de cette situation qui fait en sorte que l'employeur, en tant que propriétaire de l'entreprise, a un pouvoir presque absolu dans l'entreprise. À ce niveau-là, il n'y a pas vraiment de différence entre une entreprise privée ou une entreprise publique. Les salariés d'une entreprise publique, ce n'est pas leur entreprise. Et donc, il y a un calque, ce qu'on peut dire, entre les relations de travail dans l'entreprise privée et dans l'entreprise publique. Et donc, c'est pour, finalement, lutter contre les impacts de ces principes qui sont au cœur de l'économie capitaliste que les salariés se sont organisés, ont développé des syndicats, notamment parce que, évidemment, leur emploi, c'est pas simplement, c'est un travail, mais c'est aussi leurs conditions d'existence, c'est aussi pour eux la façon de subvenir à leurs besoins, tout ça. Et donc, ça les met dans un état de dépendance, dans une situation de dépendance très asymétrique avec l'employeur. Et donc, cette situation-là, évidemment, les employeurs peuvent en abuser très facilement. Et donc, c'est dans ce contexte-là qu'on développe des syndicats pour lutter finalement contre les abus de ce rapport de force asymétrique. Et donc, la principale stratégie, finalement, depuis 200 ans, c'est un peu la même, c'est que les salariés ont formé des syndicats pour négocier collectivement les salaires, les conditions de travail et pour limiter, finalement, les pouvoirs de l'employeur par le biais de la convention collective. Et ça, c'est important de garder ça en tête, c'est-à-dire que, pour limiter cet arbitraire patronal, il faut avoir une convention collective. Et la convention collective, c'est ce qui permet de limiter, finalement, le pouvoir des employeurs. Et donc, c'est dans ce contexte-là que la loi spéciale, en interdisant la grève ou en limitant finalement le pouvoir de négociation collective, ça vient finalement, bloquer ces initiatives du mouvement syndical visant à protéger finalement leurs membres face à leur employeur qui est, dans une économie comme la nôtre, toujours en position de force au sein de l'entreprise. Encore une fois, que ce soit une entreprise privée ou une entreprise publique. Ce qui est surprenant de votre livre que vous avez rédigé, Grève et paix, c'est que ce survol historique semble nier l'idée que le Québec est politiquement et socialement plus sympathique aux mouvements syndicaux que les autres provinces canadiennes. En fait, il semblerait que les lois spéciales soient une spécialité québécoise. Est-ce que c'est le cas? C'est pas vraiment une spécialité québécoise, mais c'est certainement au Québec que la loi spéciale a été la plus utilisée et je dirais qu'elle a été la plus punitive et répressive. Pour bien répondre à votre question, là, à savoir si le Québec donc est politiquement et socialement plus sympathique au mouvement syndical, il faut préciser un peu ce qu'est la loi spéciale et ce qu'elle signifie. Parce que la loi spéciale, qu'est-ce que c'est? En gros, c'est une loi d'exception, adoptée selon une procédure extraordinaire dans un parlement fédéral ou provincial, qui interdit une grève en cours et oblige les grévistes à retourner au travail, que ce soit encore une fois dans le secteur privé ou dans le secteur public. C'est ce qu'on appelle en anglais la back to work legislation, une loi de retour au travail. Je pense que le terme est plus précis en anglais que la loi spéciale qui est un peu plus vague. Mais donc, la loi spéciale, qui est reconnue donc comme le nom qui est le plus utilisé dans les débats publics, disons, à tout le moins dans le monde francophone, une loi spéciale, donc, ça peut imposer aussi les termes d'une convention collective, et donc vraiment restreindre grandement le droit à la négociation collective des employés en grève. Donc, tout ça pour dire que la loi spéciale interdit le droit de la grève, le droit de grève et limite donc considérablement le droit à la négociation collective. Et ce que ça signifie concrètement, une loi spéciale, c'est que quand on l'adopte, c'est généralement pour mettre fin à un mouvement de grève en cours. Et notamment un mouvement de grève en cours qui prend de l'ampleur. La loi est donc adoptée quand le mouvement de grève menace de renverser le rapport de force entre les salariés et leurs employeurs. Donc, c'est comme si un peu le gouvernement avait peur
de ce renversement du rapport de force. Et là, il y en appelle finalement au pouvoir extraordinaire du législatif afin de suspendre finalement les droits des syndicats à la grève et à la libre négociation finalement de leurs conditions de travail. Et donc, pour revenir à votre question, c'est si la loi spéciale a été si utilisée au Québec, c'est en grande partie parce que le mouvement syndical était très mobilisé, surtout à partir des années 50, 60, 70. Le mouvement était donc très mobilisé. Puis, il menaçait de renverser d'une façon presque permanente, finalement, les rapports entre les employés et les employeurs. Et donc, c'est dans ce contexte-là qu'on a eu recours beaucoup à la loi spéciale au Québec. Ça a aussi été le cas ailleurs au Canada, dans les autres provinces et au fédéral. On a eu recours à la loi spéciale, mais je dirais que la loi spéciale avait un rôle peut-être pas un rôle aussi central qu'au Québec. En fait, ce qu'il faut garder en tête, là, c'est que la loi spéciale n'est qu'un moyen de répression du mouvement syndical. Il y en a d'autres. Dans les autres provinces, au fédéral, on a pu avoir recours à d'autres formes, disons, de répression du mouvement syndical. On peut, disons, par exemple, empêcher la création de syndicats, limiter le droit à la négociation collective, interdire la grève dans les secteurs publics. Il y a certaines provinces où les employés du secteur public n'ont pas le droit de grève. On peut avoir aussi recours à une définition très, très large des services essentiels pour limiter l'exercice de la grève, ou on peut tout simplement permettre le recours à des briseurs de grève, ce qui est possible un peu partout au Canada, à l'exception du Québec et de la Colombie-Britannique, et peut-être bientôt au niveau fédéral, là, si le projet de loi qui est en discussion est adopté. Mais donc, c'est ça qui explique finalement l'importance de la législation d'exception au Québec. C'est que, même si les gouvernements du Québec ont pensé limiter le droit de grève dans le secteur public, ils l'ont jamais fait parce qu'ils avaient tellement peur des conséquences. Ils avaient peur d'entrer finalement dans un conflit à grande échelle avec le mouvement syndical québécois. Et donc, plutôt que de prendre cette direction-là, ils ont préféré recourir aux lois spéciales, et c'est ce qui fait en sorte que la loi spéciale peut apparaître comme une spécialité québécoise. Les lois spéciales, c'est tricher. C'est ça que c'est. C'est une façon pour les employeurs de tricher avec le processus, là. On va se le dire en commun des mortels. Les membres des syndicats à travers le pays, ils sont pas toujours au fait de leurs droits en ce qui concerne les actions de grève. Est-ce que le droit constitutionnel protège le droit de grève? Deux aspects là, à votre question. D'une part, en ce qui concerne le droit de grève, c'est un droit qui est prévu finalement dans la législation du travail de chaque province et au niveau fédéral. Et donc, il y a vraiment beaucoup de différences là entre les différentes provinces et entre les provinces et le fédéral. J'ai mentionné la loi sur, par exemple, anti-briseurs de grève. Certaines provinces l'ont, d'autres l'ont pas, etc. Donc, il y a des différences importantes. Mais au-delà des différences, les principes de base sont à peu près les mêmes là dans tout le pays. Il faut d'abord rappeler que le droit de grève est inscrit dans la législation du travail, comme je le disais. Ce qui veut dire que si on se rappelle, c'est quoi la priorité de la législation du travail? C'est d'encadrer la négociation en vue d'une convention collective. Donc un contrat collectif de travail. Ça veut dire que le droit de grève, c'est pas un absolu. Dans la législation du travail, le droit de grève, c'est vraiment considéré comme un moyen pour atteindre l'objectif prioritaire qui est celui de la négociation d'une convention collective entre un syndicat et un employeur. Et donc ça, je dirais, ça a trois grandes conséquences. Si on veut vraiment comprendre c'est quoi le droit de grève dans les milieux de travail, c'est premièrement, donc, le droit de grève appartient à des syndicats. Il n'appartient pas aux employés. Ce sont les employés. Si les employés ne sont pas représentés par un syndicat accrédité, ils n'ont pas le droit de grève. C'est simplement un syndicat accrédité qui a le droit de grève. Deuxièmement, on n'a pas le droit de grève durant une convention collective. Ça, c'est assez important. En fait, ce que la législation prévoit, c'est que, une fois qu'on signe une convention collective, les employés renoncent à leur droit de grève. Et ce qu'on met en place, c'est la procédure de grief, la fameuse procédure de grief. Ça vise à compenser finalement l'absence d'un droit de grève durant la convention collective. Ça, c'est un deuxième principe. Le troisième, c'est que une fois que une convention collective est échue, la priorité, c'est vraiment la négociation d'une convention collective. Et donc, la négociation de bonne foi, etc. Et même des procédures de conciliation et d'arbitrage supervisées par l'État qui sont souvent nécessaires avant d'avoir le droit de grève. Donc, avoir le droit de grève dans notre contexte législatif,
c'est quelque chose d'assez difficile. C'est une procédure très longue. Souvent, quand les exécutifs sont face à des membres qui ont hâte dans des coudes avec leur employeur, ben c'est difficile à gérer, hein, c'est toutes ces étapes, mais elles sont prévues dans la législation et elles sont pensées pour justement faire en sorte que le recours à la grève soit vraiment quelque chose d'ultime et que ce soit quelque chose d'assez difficile finalement à exercer pour les syndicats. Et c'est ce qui rend finalement, encore une fois, la loi spéciale si choquante, c'est qu'une fois que les syndicats ont respecté toutes les conditions pour obtenir le droit de grève, une fois qu'ils ont fait toute la mobilisation pour donner naissance à un mouvement de grève qui soit dynamique et qui soit fort, comme vous l'avez dit, l'État peut tricher et dire, ben là, finalement, le droit de grève, vous l'avez plus. Hein, vous l'aviez mercredi matin, on s'est réunis pendant la nuit de mercredi à jeudi. Jeudi matin, vous n'avez plus le droit de grève. Et donc, vous voyez un peu, c'est ce qui rend, encore une fois, les lois spéciales si révoltantes là, du point de vue du mouvement syndical. Mais il y en a eu plusieurs des grèves là, dans les dernières années. Au printemps 2023, les membres de notre syndicat, le SEJ, qui font partie de l'Alliance de la fonction publique, ont participé à une grève historique. Au cours de 2023, le Canada a vu des grèves majeures se produire. Le port de Vancouver, les employés fédéraux du Nunavut, les profs en Ontario, le Front commun au Québec. Puis il semble que le nombre des actions de grève au pays semble aller en augmentant. Qu'est-ce que vous y voyez dans tout ça? C'est une bonne question. En fait, vous avez raison. Il y a depuis 2 ou 3 ans, peut-être un peu plus, là, il y a un regain de militantisme syndical chez les salariés. Aux importantes grèves que vous avez mentionnées, on pourrait ajouter celle des 450 000 employés du secteur public du Québec à l'automne 2023. Ils sont réunis dans un front commun. Une grève aussi historique. Il y a aussi dans le secteur privé, j'ai été vraiment frappé par l'importance de la grève dans l'industrie automobile, notamment aux États-Unis. Et il y en a eu une au Canada, mais aux États-Unis, ça a été vraiment important, puis vraiment avec des gains significatifs qui ont permis de renverser vraiment une détérioration des conditions de travail dans les usines d'automobiles. Et donc, il y a quelque chose là d'important, effectivement, qui se produit. Et puisque ça se produit à la fois dans le secteur privé et à la fois dans le secteur public et à peu près dans la plupart des secteurs d'emploi, je pense que c'est sûr que l'inflation a joué un rôle très important dans la mesure où les employés syndiqués ils se sont retrouvés dans une situation où ils ont bien constaté que leur convention collective qui avait été signée il y a 4 ans, ça les protégeait pas contre l'augmentation du coût de la vie. Donc, ça a été un enjeu majeur, là. Pas le seul enjeu, mais un enjeu majeur des grèves porté sur les augmentations de salaire. Puis dans le privé, et ça, l'exemple là, de la grève historique dans les usines d'automobiles aux États-Unis l'a montré. Dans le secteur privé, ce qu'il y avait aussi d'important, c'est que en demandant des augmentations de salaire, on mettait aussi, disons, on comparait finalement le sort de la classe ouvrière qui s'appauvrissait depuis plusieurs années et finalement la classe des actionnaires, des super riches qui ramassent finalement à peu près l'essentiel des profits immenses faits par ces compagnies-là. Donc, il y a aussi un retour finalement d'un discours de classe sociale, là, dire il y a des inégalités de richesse qui sont très, très grandes. Et il faut demander une plus grande part finalement des richesses qui sont produites. Puis comment on fait ça? En demandant des augmentations de salaire. Y a-t-il des parallèles avec des décennies antérieures? Oui. En fait, toutes les grandes périodes d'inflation ont été des moments où on a vu des mouvements de grève assez importants. Ça a été le cas en 1900, tout de suite après la Première Guerre mondiale, en 1919. Il y a une forte inflation et ça va donner une vague de grève partout au Canada et notamment la fameuse grève de Winnipeg là où les syndiqués vont prendre le contrôle de la ville pendant 5 semaines ou à peu près. Donc oui, c'est un moment crucial. La Deuxième Guerre mondiale aussi, ça a été un moment important. Les années 70 aussi, ça a été vraiment le plus grand mouvement de grève là dans l'histoire du Canada et ça a été vraiment pour lutter contre la dégradation des conditions de travail mais aussi la perte d'une pouvoir d'achat. Ce qui est important de rappeler, c'est que ça a été des mouvements de grève très importants, très historiques, mais en même temps, la lutte contre l'inflation s'est faite en grande partie sur le dos des employés. Et donc, il faut que le mouvement syndical qui, en ce moment, vit une conjoncture quand même assez plus favorable que ce qu'on a vu depuis plusieurs décennies, doit réaliser qu'il y a probablement un effet de retour là, bientôt qui s'annonce, peut-être avec la montée des partis politiques populistes, la montée du conservatisme.
il y a de grandes chances, si on se fie à l'histoire, que la lutte à l'inflation va se faire sur le dos des salariés en essayant de réduire leur salaire, de réduire leur pouvoir d'achat. Et donc, le mouvement syndical, là, qui est dans une conjoncture favorable, là, mais doit se préparer. Il y a encore des luttes importantes qui s'annoncent. Faut toujours qu'on se bat. Ça finit jamais. Hein? C'est ça que c'est être syndicaliste. Selon vous, est-ce que la grève aujourd'hui au Québec est perçue par le public comme un chamboulement grave de la paix sociale ou est-ce qu'il existe une solidarité sociale? Oui, comme je le soulignais, je crois que il y a une conjoncture vraiment favorable et donc des indices d'une solidarité sociale qui est quand même assez importante là depuis quelques années. Je pense encore aux grèves des employés dans le secteur public au Québec à l'automne 2023. Donc, il y a des enseignants, des enseignantes du primaire et du secondaire, plusieurs dizaines de milliers qui ont fait la grève là, illimitée, générale, pendant 5 semaines. Donc, ça a entraîné vraiment des grandes complications, évidemment, pour les familles des élèves, parce que les écoles étaient complètement fermées pendant 5 semaines. Et malgré ça, sondage après sondage, l'opinion publique était favorable aux enseignants et aux enseignantes. Et donc, il y a là un indice, je pense, de quelque chose qui est vraiment intéressant pour les syndicats. C'est quelque chose qu'on voit aussi dans d'autres secteurs d'emploi et aussi dans le secteur privé. L'appui finalement aux grévistes dans l'industrie de l'automobile, par exemple aux États-Unis, était très, très fort dans l'opinion publique. Il y a quand même des indices d'une solidarité sociale. C'est encourageant, même si, encore une fois, il va falloir se battre dans les prochaines années pour s'assurer que le mouvement syndical puisse profiter, en fait, de cette conjoncture qui, à tout le moins, semble plus favorable ces jours-ci qu'il y a quelques années. Mais écoutez, on va en profiter, hein, tant et aussi longtemps que ça perdure. Alors, Martin Petitclerc, merci énormément pour avoir fait le point sur ces questions avec nous. Ça a été un grand plaisir. Vous êtes le genre de professeur qu'on aimerait boire une bière puis continuer à jaser pour des heures. Alors, merci beaucoup d'avoir passé du temps avec nous au filet de sécurité syndicale. Merci. Merci beaucoup. Merci. Thank you for joining me for this episode of the Union Safety Net, le filet de sécurité syndicale, a union podcast created by USJE for working people. If you have any feedback on today's episode or would like to suggest a topic you want us to cover, please reach out on social media platforms. We love to hear from our listeners. I'm your host, Sébastien Bezeau, and I hope you'll join us next month for another episode of the Union Safety Net, le filet de sécurité syndicale.